comme tu le sais, étant africain toi-même et y ayant vécu, tu sais que beaucoup de familles, la majorité vient souvent de très bas. Tu le sais, tu l'as souvent observé. Et je viens de cette majorité-là, ce qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est plutôt ordinaire. Mhm. Et j'avais compris que s'habiller, aller vers l'intemporel stylistique, c'est fait même pour les pauvres. Parce que quand tu n'as pas de moyens, Mhm. achète des choses où il faut acquérir des pièces Mhm. qui dépassent le temps. Tout à fait. Donc, on peut dire que c'était un amour, mais c'était aussi pour des raisons, on va dire, conjoncturelles, conjoncturelles Mhm. et contextuelles que je me Mhm. suis tourné vers le monde de l'intemporel stylistique. Donc, de ces objets-là qui dépassent le temps, qui s'usent, mais qui s'usent dans une certaine beauté et dans une certaine profondeur. Moi, j'ai commencé ces choses-là, on va dire, en acquérant des pièces parce que comme je suis né au village, à Baham, au Cameroun, j'y ai vécu. Les jours, c'est pas tous les jours qu'il y a jour du marché. Donc, il y a des jours qui sont réservés au marché. Et ces jours-là, les gens qui font les friperies, des trucs de seconde main, ils viennent des grandes villes pour venir écouler les pièces au village. Et D'accord. c'était des jours spéciaux pour moi parce que j'allais chiner des belles pièces, soit Mais que je revendais. c'était de friperie, c'était Absolument. c'est ça de friperie, hein. Oui, 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 absolument, absolument, Je connais absolument. très très bien ça. Ça c'est ah ouais. Oui, 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 oui. Et comme j'avais cet œil-là qui pouvait éventuellement de temps en temps dénicher de belles pièces ou bien des pièces qui avaient en tout cas une certaine allure, une certaine âme, je le faisais régulièrement. Parfois, je vendais aux copains, parfois je portais, mais c'est des pièces qui mettaient beaucoup de temps et qui m'allaient en tout et à toutes les circonstances. Donc, pour des raisons financières, je me suis tourné vers ce monde du beau et de l'intemporel pour des raisons contextuelles également, mais aussi parce que j'avais cet amour-là de toujours être bien présenté, bien présentable, parce que je pense que la pauvreté, on peut la vivre, mais il ne faut pas la laisser transparaître, parce que c'est une question de dignité, c'est une question de respect pour soi et de respect pour les autres qui sont en face de nous. C'est Donc, vrai. ça c'est un peu le début. Et puis après, naturellement, quand je suis arrivé en Europe, il y a 20 ans, je me suis dit, bon, OK, je suis peut-être dans un environnement euh, qui peut, on va dire, favoriser, je vais dire, cet art-là, cet amour-là, et puis me permettre de franchir un palier en termes non seulement de connaissances, mais également peut-être d'expérimentation, Mhm. expérimentation de cette, on va dire, de cet art. Donc, c'est comme Mhm. ça que j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Etamani, paix à Ok. son âme, le photographe qui a écrit le livre Gentlemen of Bakongo, un livre D'accord. qui a été préfacé par Paul Smith. Ah oui, Paul Smith le traite. Ok. Mhm. Exactement. Alors, Daniel me contacte via les réseaux sociaux pour une campagne de communication pour des lunettes Mondeliani. Et il vient à Mondiali, Bruxelles, donc lunetier italien. exactement. Le lunetier italien avec qui, par après, je ferai des collaborations et avec qui je continue à faire des collaborations. Et Daniel va se déplacer à Bruxelles pour faire cette campagne-là. Et c'est donc suite à cette campagne que je me lie d'amitié avec les lunetiers. Et via les lunetiers, je me retrouve en Italie. Et la suite, c'est Roberto Botticelli, Tombolini, Quinto Ego, Danificio Ceruti, la presse italienne, le Pitti Uomo, mais ça part de là. Vraiment, si je peux m'arrêter là, ça part de ce shooting avec Daniele Tamani pour Mondeliani, il y a, il y a 8 ans. Incroyable. Incroyable. Et donc, l'histoire, cette épopée de ouf, on peut dire, hein, clairement, commence à ce moment-là. Donc, tu parles quand même de, voilà, de grandes marques, Cerruti, Mondial, ah ouais, ça truc, c'est de la folie. Attends. Mais alors, décris-nous un petit peu chacune de ces marques, s'il te plaît, parce que je pense pas que tout le monde soit au fait de la conversation sartoriale. Et peut-être, avant de décrire cela, jette un petit peu la, les différentes bases
constitue le sartorialisme, un petit peu la signification de ce terme et ce que ça représente. Donc peut-être commençons par ça, définir qu'est-ce qu'on entend par Sartor, et ensuite parler des marques dont tu viens de faire état là. Disons qu'aujourd'hui, quand on parle d'art sartorial ou bien d'art sartorial, ça veut simplement dire des objets qui sont liés à l'univers tailleur ou à l'univers féminin, où le féminin intervient, je vais dire, énormément. Ça peut aller des vêtements jusqu'aux lunettes, ça peut aller aussi également jusqu'à l'art bottier ou bien l'art chausseur. Donc c'est tout ça au jour d'aujourd'hui qui constitue l'univers sartorial. Mais au départ, quand on parle de sartoria, ça vient de tailleur en Italie, ça parle uniquement des pièces qui sont faites par les tailleurs. Donc, vraiment, des empiècements faits par des tailleurs. Mais ça s'est tellement généralisé qu'aujourd'hui, c'est devenu un art de se vêtir. Pas uniquement des pièces faites sur mesure ou en grande mesure, mais ça peut même être des belles pièces trouvées en prêt-à-porter, mais qui sont portées, qui ont une certaine tombée, une certaine proportion sur le corps, mais qui sont également portés avec une certaine allure, une certaine façon, une certaine négligence également. Donc, c'est tout cela, comme par exemple, tu l'es là avec je sais pas si c'est le surchemise ou bien c'est un pull avec des cols châles. C'est une surchemise avec un col châle, effectivement. Ah, exactement. En lin pur, voilà, qui avait été réalisé par une de mes sœurs cadettes. Exactement, ça se voit de très loin que c'est une belle pièce dans une très belle matière. Merci. Et là, par exemple, peut-être tu n'as pas eu le temps, tu as oublié de fermer les manches. Voilà, c'est cette négligence-là, tu ne t'en es pas rendu compte, mais c'est ça qui donne ce côté. J'étais pressé, quoi. Exactement. Oui, visiblement, tu étais pressé pour la mise en place ou bien tu as peut-être oublié. Mais c'est justement cette négligence, mais qui donne un côté maîtrisé en même temps. Mais voilà, désinvolte comme ça, qui aujourd'hui caractérise tout cet univers-là, tout cet univers. Donc, c'est devenu très, très large quand on parle de l'art sartorial ou de se vêtir de manière sartoriale. C'est devenu aujourd'hui très large et puis même de temps en temps, c'est même aussi galvaudé. C'est comme tout ce qui devient, on va dire, mainstream. À un moment donné, ça prend aussi des directions qui sortent du contexte. Mais oui, c'est un peu ça. C'est vrai parce que tu remarques que je vois, par exemple, je suis le hashtag sartorial sur Instagram et franchement, je vois tout et n'importe quoi parfois. Exactement. C'est vrai que les gens font... Et malheureusement, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils s'habillent en costume ou parce qu'ils s'habillent relativement bien, en vérité, il manque complètement de goût. Le vêtement, tu le vois, le port n'est pas bon, les pantalons sont beaucoup trop longs, ça fait des espèces de retombées d'accordéon. Tu te dis, mais ça, c'est pas possible. Et puis, mais dans leur réflexion, si tu veux, tu te rends bien compte que la personne est absolument déphasée par rapport à la réalité de ce que il ou elle est en train de mettre, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, mais en fait, absolument. Mais en même temps, nous devons aussi accepter, comme pour tout, Bodi, je veux dire, la musique. Et puis, tu as un collègue, Richard Bonnat, qui disait que le jour où il arrête d'apprendre, il est mort. Comme pour tout, c'est un processus d'apprentissage, de maîtrise, d'acceptation aussi de certaines choses qu'on ne connaît pas mais qu'on accepte de connaître. Moi, j'ai eu une anecdote qui va t'amuser et c'est un ami que tu connais, Rue Martin, qui il y a 1 an et demi, il me dit un beijo pelo irmão Rui Martino, Bispoca. Exactement. Il y a 1 an et demi, il me dit, écoute, je peux te parler? J'ai dit oui, c'était à Florence. Il dit, oui, avec plaisir. Il me dit, excuse-moi, ne prends pas ça mal. J'ai dit, mais non, pas de problème. Il me dit, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, tu as vraiment, comme un bon vin, français ou portugais, tu as atteint ta maturité. Tu as atteint vraiment, tu as été tellement bien retourné dans la cave, dans tous les sens, la température, à bonne température, et tu as atteint vraiment ta maturité.
stylistiquement par là. Il me dit, moi, je t'ai vu arriver ici au Petit et je te vois comme on se voit quand même tout le temps évoluer. Et aujourd'hui, sur le plan stylistique, tu as atteint pour moi, en tout cas, une certaine sophistication. Pour dire quoi? Et j'étais très content qu'ils me le disent. Et pour dire que dans ces choses-là, vous dites, comme dans tout, c'est vraiment un processus. Voilà, on grandit, on évolue, on monte, et puis à un moment donné, les choses viennent même naturellement. C'est comme, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à certaines choses, dès que quelqu'un pose sa voix, tu sais dans quelle direction tu vas l'amener tout de suite parce que c'est comme ça. Mais dans ce domaine, c'est également la même chose, quoi. Donc, on n'a jamais au départ, on n'est pas prédisposé ou qu'on ait grandi dans ce milieu-là ou nagé dans ce milieu ou pas. Il faut juste accepter de dire que bon voilà, j'aime ça et puis je vais m'éduquer dans ce domaine-là. Je suis absolument d'accord avec toi sur la notion d'acquérir la connaissance à travers le temps. Ça, on est entièrement d'accord, mais je pense que y a des gens qui ont un sens de l'élégance déjà assez tôt, qui vont savoir que tiens, telle et telle association ne correspond pas nécessairement ou vont parfois oser. Hein, on se moque, d'aucuns se moquent souvent des sapeurs. Alors, à ne pas confondre, sapeur, sartorialiste, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes démarches, ça n'a rien à voir. Même si ça reste toujours l'art de s'habiller, c'est pas du tout nécessairement la même chose. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme d'élitisme par rapport à ça, parce que je trouve que c'est parce qu'il y a le côté peut-être un petit peu poussé du sapeur, mais ça reste des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, au-delà de l'excentricité chez certains, ont un très grand sens de l'association des éléments et puis surtout de s'habiller, quoi, de se vêtir. Mais je te parle par exemple de gens qui sont, on va dire par exemple, des hommes politiques, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, hein, un peu partout dans le monde. Ils sont très mal habillés, les gars. C'est-à-dire, j'ai rarement vu des hommes politiques. Enfin, il y en a, attention. Mais la majorité, surtout les costauds, ils ne sont pas bien habillés du tout. Et j'ai l'impression que justement, et tu parlais tout à l'heure du sur-mesure et de la grande mesure, et il y a une différence très importante. Est-ce que c'est parce que ces gens font du sur-mesure que donc le vêtement qu'ils portent est comme il est, c'est-à-dire qu'en vérité, oui, c'est fait à leur mesure, mais sauf que j'ai l'impression qu'on fait justement, on en fait un peu trop au niveau du tissu. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus, mais quelle est la différence entre le sur-mesure et la grande mesure? Et selon toi, comment est-ce que quelqu'un peut justement accéder à cela sans nécessairement que ça lui coûte un bras et une jambe? Oui, disons que la différence est c'est pas souvent très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. La grande mesure ici, ce qu'on peut aussi appeler bespoke, qui est un terme anglais naturellement qui date de l'époque il y a peut-être 150 ans, mais qui a été utilisé à Savile Row, qui est considéré comme le temple des tailleurs anglais, où les gens venaient, ils prenaient des tissus, ils discutaient, et puis on mettait leur nom sur le coupon de tissu pour dire ah ça c'est pour Monsieur Bodit Sattva, voilà c'est à lui, on a discuté et puis bon son cachet est là, d'où le thème ou bien le mot bespoke. Alors la grande mesure, c'est que tu vas chez un tailleur, tu choisis ton tissu, on te fait ton patronage qui porte ton nom, qui peut évoluer, enfin tu peux évoluer au fil du temps peut-être en prenant quelques kilos ou en maigrissant un tout petit peu, après on ajuste simplement, mais tu as vraiment ton patronage, on part du patronage, vraiment de zéro du patronage à toi pour réaliser, on va dire, ton costume. Et c'est quand même quelque chose qui prend tellement d'heures et tout est réalisé à la main, tout est vraiment fait à la main, réalisé à la main, de A à Z, il y a quasi pas d'intervention de la machine jusqu'à la milanaise, tout est vraiment réalisé à la main. Alors attention, de quoi parle-t-on quand on parle de milanaise? Ah, la milanaise, c'est juste sur le costume, on va dire la boutonnière ouverte ici, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, voilà, ok. C'est ça la milanaise, la boutonnière qui est ouverte ici, où parfois on met un petit ornement, une petite broche, voilà, c'est ça la milanaise. Alors, donc, la grande mesure,
c'est avec patronage, ton propre patronage, pour faire très, très simple. Et le sur-mesure, honnêtement, le sur-mesure, c'est plus de la retouche, mais pas exagération. On dit sur-mesure. Voilà. Mais c'est vraiment de la personnalisation. Pourquoi? Parce qu'on part d'un gabarit qui existait déjà. Tu choisis un tissu, tu choisis tous les éléments, c'est-à-dire les boutons, la doublure, comment est-ce que tu veux que le style soit, comment est-ce que tu voudrais que les poches soient, on va dire, montées, plaquées, passepoilées, comment est-ce que tu veux ça, le pantalon à zip, à bouton, bref, tu choisis tous ces éléments, mais qui sont déjà, on va dire quoi, prévus dans une nomenclature, dans une sorte de catalogue, c'est déjà prévu. Tu ne peux, par exemple, pas, je dis n'importe quoi, s'il n'est pas prévu dans le catalogue de faire des pantalons hauts avec bande, des pantalons napolitains hauts, tu ne demanderas pas ça. Donc, tu ne vas demander, tu choisis que les éléments qu'on te présente et c'est bien limité. Donc, mais ici, on partira d'un patronage, d'un gabarit qui existe déjà et fait des ajustements à ta taille, à tes désirs, avec les éléments qu'on t'a présentés et dans lesquels tu as choisi ceux qui t'intéressent. D'accord. OK. Et un peu par exagération, on appelle ça sur-mesure, mais c'est pas réellement du sur-mesure, c'est de la personnalisation. Après, on inscrit ton nom dedans, etc. Enfin, on brode ton nom, toujours selon ce que tu choisis, etc., etc. Donc, la différence est là. Grande mesure avec ton propre gabarit, où tout est choisi de A à Z, avec toutes les fantaisies que tu veux, on te le fait. Personnalisation ou sur-mesure, comme on le dit ici, c'est vraiment, on part d'un gabarit qui existe déjà et on fait de la personnalisation. Ce n'est ni plus ni moins que ça. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un style que de s'habiller de manière très ample et puis bon, c'est aussi, oui, ça peut être un style, mais malheureusement dans beaucoup de cas, mon cher, c'est-à-dire ce n'est pas la personne qui porte l'habit, mais c'est l'habit qui porte la personne, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après maintenant, tu sais, j'ai souvent tendance à dire aux gens que si tu es quelqu'un qui a un corps standard, parce que dans l'industrie, il y a des tailles standards, il y a une façon standard de concevoir les choses. Si tu as un corps standard, peut-être c'est pas un problème, par exemple, de faire de la personnalisation, vraiment. Sauf que bon, ok, tu n'auras pas tout, mais parce qu'aujourd'hui, le marché s'est beaucoup démocratisé, vraiment beaucoup. Avant, quand tu devais faire de la personnalisation, il fallait tourner même dans les 2500 €. Mais aujourd'hui, en premier prix, il y a des entreprises qui font très, très bien, du très, très bon boulot, mais où on commence à 500 €. Où on commence à 500 €. Oui, certes, le choix des tissus est limité. C'est normal. Mais si tu montes en P2, donc en deuxième prix, tu peux déjà être à 600, 700 €. Et là, le choix s'élargit, etc., etc. Mais bref, tu commences aujourd'hui dans une personnalisation à 500 €. Mais dans du bespoke, aujourd'hui, avant, c'était des choses qui tournaient autour de 4, 5, 6 000 €. Aujourd'hui, avec 2500 €, tu te fais un réel made to measure, un réel grande mesure. Voilà. Et dans des maisons vraiment respectables. Je ne vais pas les citer, mais dans des maisons respectables, tu fais de très, très belles choses aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui se dit, qui gagne sa vie normalement, peut-être, je sais pas moi, un travailleur qui fait un travail honorable, qui gagne très bien sa vie, qui a un salaire moyen peut-être de 1800, 2000 €, il peut très bien peut-être se sacrifier et se faire un sur-mesure peut-être tous les 2 ans, mais se faire au moins une personnalisation tous les ans. Voilà, c'est tout à fait possible. Bon, je dis ça, je dis juste ce nombre-là parce qu'à côté de ça, il y a d'autres éléments qui vont venir. À partir du moment où tu bascules dans ce monde, il va falloir que les cravates suivent, les chemises suivent, les pochettes suivent, les souliers suivent. Donc, c'est un tout que tu te mets à construire. Ouais, tu construis petit à petit, quoi.
Mais exactement. est-ce que tu peux peut-être élaborer? Donc, tu parlais de P2. Donc, il y a une classification, donc, du coup. Donc, il y a combien d'ordres dans la classification? C'est quoi? C'est forcément du moins cher au plus cher, mais donc c'est P1, P2 ou c'est comment ça se passe? Ben, quand je dis P1, enfin, je veux dire, ici, c'est les prix. Je vais dire, si tu prends, par exemple, ici, on est peut-être sur des tissus, par exemple, enfin, c'est des tissus de chemise, hein, c'est Cheruti, mais il y a des tissus de costume aussi. En fonction des choix des tissus, de la qualité du tissu, du mélange de matériel ou de matière, euh, ici, on est peut-être en prix 1, mais sur une autre gamme, on va être en prix 2, sur une autre gamme, on va être en prix 3. Alors, ça va, ici, on parle de personnalisation, ça va de 500 jusqu'en P2, on peut être à 750. En P3, là, on est déjà à 1000 euros, 1100 euros. Et là, on parle de chemise. Non, 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 non. Ici, on parle de costume. Ah, ok, d'accord, ok. Oui, ici, on parle de costume. Voilà, donc ça, c'est pour la personnalisation. Donc, ça reste aujourd'hui, enfin, pas que ça reste, c'est quand même quelque chose qui est très abordable aujourd'hui, qui est très, Oui, très oui, c'est abordable. clair. Tu Voilà, économises, tu peux te faire ton vêtement, il n'y a pas de problème. voilà, c'est ça. Mais il faut le dire parce que parfois, les gens sont effrayés d'entendre qu'ils vont aller se faire choisir les éléments pour se faire le petit costume, le beau costume. Les gens sont parfois effrayés parce qu'ils se disent que c'est à des prix inatteignables. Non, c'est Tout à des fait, ça choses c'est qui vrai. sont très, très, vraiment, qui sont vraiment démocratisées. Et il y a une pléthore d'offres. Il y a une pléthore d'offres aujourd'hui. Et le marché, c'est vraiment, surtout avec le Covid, le marché, c'est un peu, il y a eu ralentissement. Donc, les prix ont même encore un tout petit peu baissé.